Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, épisode 70, je pense qu'il serait temps de savoir à quoi sert une diététicienne. Parce que tu vas te moquer de moi, mais je n'ai pas vraiment compris tout dans ton métier. Est-ce que tu peux m'éclairer ? Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis, c'est pas étonnant que ce soit pas facile à comprendre parce qu'en fait, il y a plein de manières de pratiquer la diététique. On va en parler. Alors, les compétences de base de la diététicienne, voilà. Qu'est-ce qui est inclus dans le programme de la formation initiale ? Alors, on est déjà des professionnels du secteur paramédical. Notre compétence principale, c'est de savoir adapter l'alimentation à l'âge, au mode de vie, au goût et à l'état de santé des personnes. L'objectif, c'est de préserver ou de rétablir la santé. Pour ça, parmi les compétences, il y a la connaissance des aliments, c'est-à-dire la composition nutritionnelle, les effets sur le métabolisme. Et puis, on est aussi formé à l'hygiène alimentaire, la microbiologie, de sorte à pouvoir maîtriser la sécurité alimentaire en tout point de la chaîne de production de l'alimentation et jusqu'à l'arrivée dans l'assiette. Alors, pour être diététicienne, il faut avoir soit un BTS en diététique, ce qui est mon cas, ou alors on peut avoir un DUT en génie biologique avec une option diététique. Les diplômes, après, ils doivent être enregistrés auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et on nous attribue un numéro ADELI. Voilà, qui figure sur nos factures, ce qui permet, quand certaines mutuelles prennent quelque chose en charge, d'obtenir un remboursement. Voilà. Donc, c'est remboursé par la Sécu d'aller voir une... Non, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, même dans des cas de pathologie comme le diabète, malheureusement, où ce serait pourtant évident. Mais certaines mutuelles prennent en charge en fonction du contrat mutuel qu'on a souscrit. Voilà. D'accord, ok. Et alors, c'est peut-être une question un peu bête, mais c'est quoi la différence entre une nutritionniste et une diététicienne ? Non, c'est pas une question bête, au contraire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de termes et du coup, on peut s'y perdre un petit peu. Alors, en tant que diététicienne, on peut accoler le titre nutritionniste. On voit beaucoup sur les plaques diététicienne nutritionniste, parce que nutritionniste, c'est pas un terme réglementé. Mais du coup, ça veut pas dire qu'on a une qualification supplémentaire. Moi, j'ai pas mis nutritionniste parce que je mets déjà diététicienne épicurienne et du coup, ça prend de la place. Et puis, ça rimait pas sinon. Mais ça veut pas dire que celles qui mettent diététicienne nutritionniste ont une compétence supérieure. On a des médecins nutritionnistes. Donc là, ça veut dire qu'après leur cursus en médecine, ils ont suivi des études dans le domaine de la nutrition. Alors, c'est bien sûr des professionnels de santé et ils sont autorisés à prescrire des traitements. Voilà. Donc, ce sont des médecins avec une spécialité nutrition. Alors que, en tant que diététicienne, vous ne pouvez pas prescrire de traitement ? Non, on ne peut pas. On est obligé justement de collaborer avec les médecins qui, eux, vont prescrire les traitements. Par exemple, qui vont prescrire des compléments alimentaires pour les personnes qui sont en dénutrition, etc. Alors, il y a d'autres personnes qui ont suivi des études universitaires dans le domaine de la nutrition qui peuvent prendre le titre nutritionniste. Par exemple, après un master avec une mention nutrition et sciences des aliments qui mène à des métiers comme ingénieur en recherche et développement en agroalimentaire, etc. Donc eux, ils font pas partie du corps médical ni du corps paramédical. Voilà. Donc les seuls professionnels médicaux ou paramédicaux, c'est le médecin nutritionniste et la diététicienne. Et a fortiori, on va avoir des personnes qui n'ont pas de formation particulière, mais qui vont employer le titre nutritionniste en toute légalité parce qu'il n'est pas réglementé. Donc quand on voit coach en nutrition, ça ne veut pas dire qu'ils ont eu une formation avec une connaissance du métabolisme ou de la physiologie, de la physiopathologie particulière. Donc certains vont fonder leurs conseils sur leur expérience personnelle, ça peut être dangereux. On a, comme dans tous les domaines, évidemment, des personnes qui n'ont pas un titre officiel, qui vont faire du très bon travail, qui ont quand même une formation sérieuse derrière. Mais il faut faire attention et vérifier que la personne est bien fiable et éviter les personnes qui vont donner des conseils nutritionnels périlleux. Oui, c'est quand même important de bien savoir la différence entre une diététicienne et une nutritionniste, effectivement. Et ça c'est un peu des termes d'introduction, parce qu'après, il y a tout un vocabulaire aussi qui est très spécifique à ton métier. Vous avez
plein d'outils de référence qui, moi, me parlent un peu, enfin plus ou moins, on va dire plutôt moins même, en diététique. Est-ce que tu peux nous parler de l'IMC, tout ça, de ce que vous utilisez comme outil de référence en fait? Alors, l'IMC, effectivement, c'est un outil dont on parle beaucoup en diététique. Ça ne veut pas dire que on l'utilise toutes ou toutes de la même manière. Je vous expliquerai comment moi je l'utilise après. Donc, l'IMC, ça veut dire indice de masse corporelle. C'est un indice de corpulence. Et cet indice, il permet de donner une indication sur le facteur de risque cardiovasculaire. Donc, par exemple, quand on a un indice de corpulence élevé, quand on a une forte corpulence, eh bien, c'est un facteur de risque, notamment cardiovasculaire, plus important que si on a un indice de masse corpulaire qui se trouve plus dans la norme statistique. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a un indice de masse corporelle élevé, qu'on va forcément avoir des problèmes cardiovasculaires, mais c'est un facteur de risque. On sait que ça en fait partie et que ça augmente nos chances, enfin nos risques, voilà, de développer ce type de pathologie. C'est de la statistique. Exactement. Alors, l'indice de masse corporelle, il a des limites. Par exemple, quand on a des sportifs qui ont une très forte masse musculaire, l'indice de masse corporelle, il ne veut pas dire grand-chose parce que la masse musculaire est très développée et donc l'indice est forcément très élevé, mais du coup, ce n'est pas un facteur de risque. On a aussi des personnes qui sont d'une maigreur constitutionnelle, c'est-à-dire les personnes qui ont un indice de masse corporelle naturellement faible. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en dénutrition, ça veut juste dire qu'elles, génétiquement, d'un point de vue génétique, elles sont naturellement plutôt maigres par rapport à la moyenne statistique des gens. On peut avoir aussi de la rétention d'eau, donc pareil, ça ne veut pas dire qu'on a une forte corpulence. Donc voilà, il faut... C'est comme tous les outils, il faut savoir bien l'utiliser, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir utiliser le contexte, notamment tenir compte de la constitution génétique de la personne, etc. Alors il y a un autre outil auquel on pense souvent, et mes patients m'en parlent, c'est la balance. Elle est souvent très 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 associée au métier de diététicienne. Quand on veut évoquer le métier de diététicienne, tu regardes les images sur Internet, tu vois une balance, un mètre ruban et une pomme. J'allais dire la pomme, c'était pomme. sûr. Voilà, puis la pomme verte, parce que c'est plus sain. Voilà. En tout cas, la couleur verte donne l'idée que c'est plus sain. Eh oui. Ça m'énerve, ces clichés. Mais on est là pour ça, justement, pour contrebalancer ces clichés, Anne. Voilà. Heureusement que tu es là. Donc, la balance, c'est un outil qui permet évidemment de mesurer le poids de la personne. Maintenant, évidemment, c'est à prendre avec du recul aussi. Déjà, c'est un outil que moi, j'utilise pas du tout, surtout pas systématiquement, parce que souvent, c'est une source de pression pour les patientes. Et moi, je me souviens de patientes qui me disaient « mais merci, parce que j'ai rencontré des diététiciennes, la première chose, c'était déshabillez-vous, montez sur la balance, et c'est hyper violent, c'est super intrusif, souvent il y a de la honte, et c'est... » Voilà, donc moi, j'ai une balance au cabinet que j'utilise uniquement en concertation avec la personne, souvent à la demande de la personne, ou quand il me semble que ça pourrait être peut-être un moyen d'obtenir un repère à un instant T pour voir une évolution. Quand la personne a du mal à voir son évolution, on cherche à prendre des repères objectifs. Ça peut être par exemple mesurer le poids sur la balance, ça peut être utiliser un vêtement dans lequel on se sent plus ou moins serré et vérifier l'évolution par rapport à ça. Donc la balance, ça peut être un outil effectivement pour prendre un repère à un instant T et voir une évolution à peu près objective. Sachant que les variations du poids, surtout d'un jour à l'autre, elles sont souvent pas significatives de l'évolution de la masse grasse. Et c'est ça qui nous intéresse souvent quand on veut mincir, c'est perdre en masse grasse quand elle est excessive. Quand il y a une personne, par exemple, qui me dit, d'un jour sur l'autre, mon poids varie de 500 grammes, c'est souvent plus en lien avec le contenu du tube digestif, avec une petite constipation. Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir ? Exactement, voilà, plutôt qu'avec une variation de la masse grasse. Une variation de masse grasse sur la balance, on va la voir à l'échelle d'un mois à peu près. Voilà, donc si on se pèse une fois par mois, on a une meilleure idée de notre évolution de la masse grasse que si on se pèse tous les jours, faut surtout pas faire ça, ni forcément d'une semaine sur l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des balances aussi qui sont un peu spécifiques, qui permettent de voir justement tant de masse, enfin tout ce qui est graisse, tout ce qui est... Ouais. Alors tout à fait, on appelle ça des balances à impédance-métrie. Donc elles sont censées permettre de faire la distinction entre la masse grasse et la masse maigre qui, elle, est plus riche en eau. Donc la masse maigre, c'est le muscle. Le problème, c'est que pour avoir un instrument précis, il faut investir dans un matériel très cher. Et c'est pas souvent que, en tant que diététicienne en libéral, on peut acheter un matériel vraiment assez sophistiqué pour avoir un résultat précis.
précis. D'accord. Moi, je sais que pendant mes stages en milieu hospitalier, on avait un matériel très précis, et ce matériel précis, pour donner vraiment une information intéressante, il faut que la personne, elle reste 20 minutes allongée sans bouger, voilà, avec des électrodes à des endroits spécifiques du corps, pour avoir ce résultat précis. D'accord. Ok. Voilà. Donc, dans le marché, quand on vend des choses à un prix très raisonnable, a priori... On n'aura pas forcément une précision délirante. Ouais. Donc voilà, moi je me suis posé la question de l'utilité de ce type de truc, et j'ai préféré rester sur une balance simple, et puis justement travailler sur prendre du recul par rapport notamment aux peurs, à la pression qu'on peut se mettre pour relativiser. Et je trouve que pris comme ça, l'outil est plus intéressant. Oui, en tout cas, ça donne plus envie de voir la chose de cette façon-là, oui, effectivement. Alors après, là on a parlé de l'indice de masse corporelle et puis de la balance, c'est les outils clichés, classiques pour la diététique conventionnelle. Mais moi, il y a plein d'outils en fait que j'utilise beaucoup plus régulièrement avec l'approche comportementale, notamment des échelles pour évaluer les sensations alimentaires. Alors, on imagine une échelle entre 0 à 10 pour évaluer l'intensité de la faim, l'intensité de l'envie de manger, l'intensité du plaisir. Et ça, ça permet de prendre conscience de ces sensations alimentaires et de mieux s'écouter, de mieux s'observer. Ça va permettre à terme justement de mieux repérer ses besoins, par exemple. Et puis, moi, j'aime bien passer par les dessins, j'aime bien faire plein de petits schémas, etc. Et parmi mes préférés, il y a mon petit schéma du mur de briques, j'étais heureuse le jour où j'ai eu l'idée de représenter les apports énergétiques comme ça, parce que ce schéma-là, il permet vraiment de bien comprendre comment les appétits vont être régulés. On parlait de nos sensations alimentaires, donc il permet d'expliquer pourquoi on a faim, pourquoi on ressent le rassasiement, pourquoi on a des envies, et c'est, tout est contenu dans ce schéma. C'est le schéma ultime. Je l'adore. Ok, donc et ce schéma, donc c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as conçu ce... D'accord. Ouais, tout à fait. Après, j'ai su que il y avait des personnes, notamment dans le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui avaient développé déjà un petit schéma en barre. Mais voilà, après, tu sais, on invente, on innove, on se rend compte que d'autres ont eu la même invention, peut-être en parallèle, à la même époque. Voilà. Ok, mais chacun ses outils, du coup, c'est intéressant. Exactement. Que tu aies celui-là. Voilà, en tout cas, c'est important pour le praticien de... En tout cas, moi, je suis créative et j'aime bien développer des nouvelles images, et surtout quand elles sont utiles. Après, par rapport à mes différentes formations, j'aime beaucoup utiliser un schéma qui s'appelle la matrice en ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, parce que ça permet vraiment, on divise une feuille en quatre cases, et ça permet de voir comment on va s'éloigner de ce qui compte pour nous en se dirigeant davantage vers des choses qui nous font souffrir, comment nos pensées, nos émotions vont nous pousser dans des comportements qui vont être dysfonctionnels, et sur le même schéma, on voit comment on peut se rapprocher de nos valeurs. Donc c'est un super outil pour la motivation. Il y a aussi un schéma très intéressant qu'on appelle analyse fonctionnelle, et lui va permettre de comprendre ce qui va déclencher nos comportements, surtout les comportements dysfonctionnels justement, et puis de bien voir la réaction en cascade entre la pensée qui va nous stresser, et puis les émotions, et puis dans quel comportement elles vont nous pousser. Donc là, c'est vraiment des outils qui sont liés au comportement, aux émotions, qui sont assez propres à ta pratique aussi. Exactement. On en parlera peut-être un peu plus tard. Okay. Exactement. Et moi, en diététique comportementale, c'est des outils majeurs. Alors après, je suis formée à la thérapie de l'enfant intérieur, donc j'utilise aussi beaucoup le dialogue avec l'enfant intérieur. On a eu l'occasion d'en parler déjà plusieurs fois. Donc pour moi, c'est une manière de faire du tri dans les différentes voix qui se font la misère dans notre tête. Et ça permet de rétablir une auto-empathie, de la bienveillance, de trouver les meilleurs compromis en respectant tous nos besoins. Voilà. Et puis il y a un outil aussi qui est pas des moindres, c'est la cuisine. Oui. Alors, tu avais dire que tu cuisines avec tes patients ? Mais tout à fait, voilà. Donc, c'est à travers des ateliers cuisine que je propose. Donc, souvent, on mange des choses qui ne nous conviennent pas par manque d'idées ou par manque de savoir-faire. Par exemple, c'est normal de ne pas aimer manger des légumes quand ils ne sont pas bons parce qu'on ne sait pas les cuisiner de sorte à temporiser l'amertume ou des choses comme ça. Donc, c'est important de transmettre et puis d'acquérir des techniques culinaires. Donc, pour moi, c'est un outil vraiment primordial. C'est marrant parce que je n'avais même pas pensé que ça pouvait être un outil, pour moi, diététicienne, c'est aussi un peu, c'est marrant, j'ai cette représentation, un bureau blanc, une blouse blanche, quelque chose d'assez rigide et sévère. Désolée parce que tu ne ressembles pas du tout à ça.
Non, mais t'as raison de le dire, parce que c'est la représentation qu'on se fait. Ouais. Et il y a des diététiciennes, effectivement, qui travaillent comme ça, qui ressemblent à ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, ça c'est assez préjudiciable, parce que comme c'est assez aversif comme image, on n'a pas forcément envie d'aller voir une diététicienne. Ça donne pas envie, ça. Et c'est vrai en tout cas, diététicienne et cuisiner ensemble, c'est vrai que pour moi, c'était pas forcément deux idées qui allaient ensemble. Et en fait, ça coule de source. Donc, ok, d'accord. Donc, déjà, apprendre à se faire plaisir en cuisinant, c'est une bonne porte d'entrée. Exact. Donc, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, en fait voilà, justement, ça y est, t'as changé la représentation que j'avais d'une diététicienne. Je pousse la porte de cette professionnelle de la santé. Hein. Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand je pousse cette porte ? Alors là, c'est très varié, hein, parce qu'il y a beaucoup d'orientations différentes. Après la formation de base, on peut faire une foultitude de formations complémentaires. Bon, en diététique classique, faut s'attendre à ce qu'on nous demande, nos antécédents médicaux, à ce qu'il y ait une prise de nos mensurations, à ce qu'on fasse un bilan alimentaire et à ce qu'on nous propose un régime. Voilà, un plan alimentaire, un régime, et puis que on corrige nos erreurs alimentaires. Bon. Il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, une spécialité en micronutrition, donc qui vont faire un bilan micronutritionnel pour essayer... C'est quoi la micronutrition ? Alors, la micronutrition, c'est une approche où on va essayer d'évaluer les carences en micronutriments de la personne, donc les carences en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, etc. Et on va, notamment par le biais de compléments alimentaires, aider la personne à rétablir un équilibre micronutritionnel. D'accord. Voilà. Donc là, on s'attend plutôt à un bilan micronutritionnel. Et puis en diététique comportementale, c'est un mix entre la diététique classique, parce qu'évidemment on va tenir compte des antécédents médicaux, et puis on va s'intéresser aussi à la manière dont mange la personne, mais on va s'intéresser aussi à l'histoire du poids pour faire ressortir ce qui est de l'ordre du comportement alimentaire. Et là on va les chercher, et c'est très intéressant, où est-ce qu'il y a des émotions qui vont venir jouer sur le comportement alimentaire, où est-ce qu'il y a des phénomènes plus psychocognitifs, comme de la restriction cognitive, qui vont venir avoir une mauvaise incidence sur le comportement alimentaire. Moi, dans mon approche, finalement, en fonction du besoin et de la demande de la personne, on peut avoir un contenu de séance qui va être vraiment très varié. On peut avoir des séances nutrition pure. On va parler, par exemple, de l'indice glycémique des aliments qui contiennent des protéines, si la personne veut être végétarienne et si elle s'inquiète de ses apports. Donc là, on va parler vraiment connaissance des aliments. Mais on peut avoir aussi des séances très orientées comportement alimentaire, avec un travail sur la restriction cognitive, avec des expériences de dégustation attentive, en pleine conscience, pour travailler le comportement alimentaire. Et puis on peut avoir des séances de travail, mais vraiment plutôt orientées émotion, en l'occurrence avec la thérapie de l'enfant intérieur, si on s'aperçoit par exemple qu'il y a une récurrence de situations émotionnelles à l'origine de craquage, de grignotage, et là on va travailler sur le déclencheur à l'aide de ce type d'outils. Ouais, c'est vraiment complet comme approche. C'est assez holistique, et c'est ça qui est génial, parce que si on réduit l'alimentation à juste la teneur en nutriments des aliments, mais on est à côté de la plaque. Oui, quoi. Puis ce qui se passe le mois dernier peut avoir des antécédents il y a bien longtemps. Donc oui, c'est super complet. Et on a l'impression aussi que par cette approche-là, tu vas travailler avec beaucoup d'autres professionnels, non, j'imagine, l'hypnose ou des choses comme ça. Alors, c'est possible effectivement de travailler avec d'autres professionnels. Alors, en diététique, à la base, on va souvent travailler avec des médecins spécialisés autour de pathologies spécifiques. Donc, par exemple, quand une personne a un diabète, on va travailler avec le médecin endocrinologue. S'il y a des problèmes cardiovasculaires, on va travailler avec le cardiologue, avec le gastro-entérologue, quand il y a des problèmes au niveau du système digestif. Et puis, quand on a un trouble du comportement alimentaire, souvent, il y a un accompagnement triangulaire avec le médecin généraliste, le psychologue et ou le psychiatre. Voilà. Okay. Donc, c'est important de travailler à trois, parce qu'on a chacun du coup des spécificités, et ça permet aussi aux patients d'avoir des repères, et c'est plus structurant. Voilà. Alors moi, comme j'ai une approche de la diététique qui est très orientée psycho et comportement alimentaire, j'aime bien travailler avec des professions complémentaires, et notamment avec une collègue qui est praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Du coup, elle a une approche énergétique et phyto qui est très complémentaire. Et sur des cas, par exemple, je me souviens d'une patiente qui était venue, qui prenait du poids autour de la ménopause. On a fait un bilan comportement alimentaire, et je me suis aperçue que le comportement alimentaire était complètement OK. Et je lui ai proposé d'aller voir
plutôt ma collègue en médecine traditionnelle chinoise pour avoir plus un travail en phytothérapie, pour travailler sur le système hormonal, etc. et avoir la phytothérapie, c'est lié aux... C'est quoi la phytothérapie? La phytothérapie, c'est un travail avec les plantes. Donc plantes, okay. Et on va utiliser les plantes pour... tiens, on a pris une tisane de thym tout à l'heure, toutes les deux. Le thym, ça stimule l'immunitaire, le système immunitaire. Donc voilà, on peut utiliser des tisanes, on peut utiliser certains compléments alimentaires issus des plantes. D'accord, ok. Voilà. Et puis, comme j'ai une approche assez comment dire, dans le discours, on est dans l'échange verbal, j'aime bien aussi collaborer avec des praticiens qui ont une approche manuelle. Alors, ça peut être des fasciathérapeutes ou ça peut être des kinésithérapeutes. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment de travailler avec des praticiens qui vont avoir une posture similaire à la mienne, dans le sens où on va chercher à aider le patient à être autonome. Donc, que ce soit des personnes qui vont aider le patient à sentir par lui-même, à valider ses ressentis et à acquérir des outils pour n'être pas dépendant justement du praticien. Ok. Ça, je sens que ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je le retrouve souvent dans ton discours et c'est vrai que ça m'éclaire beaucoup sur ta façon de pratiquer. Enfin voilà, en tant que diététicienne ou autre spécialiste de la santé, on peut avoir différentes approches et notamment la tienne qui est de rendre le patient le plus autonome possible et acteur de son traitement ou de son suivi médical. Mais il y a quand même... Est-ce qu'il faut attendre d'avoir des symptômes pour consulter, pour aller voir une diététicienne, ou est-ce qu'on peut y aller comme ça du jour au lendemain, même si tout va bien? Alors, il y a plein de motifs pour lesquels on peut consulter. On n'a pas besoin d'ailleurs d'avoir une ordonnance d'un médecin. On peut accéder à une diététicienne de manière tout à fait autonome. Alors, on peut consulter quand on a un trouble de la santé où une alimentation adaptée peut avoir un impact favorable. C'est le cas du diabète, c'est le cas de troubles digestifs, comme des troubles intestinaux. On peut aller la voir, et ça, souvent on y pense quand on a un trouble du poids. Alors ça peut être quand on est en surpoids ou quand on est en sous-poids. Et puis ça peut être aussi quand on a un trouble du comportement alimentaire. Alors quand je parle de trouble comportement alimentaire, on pense tout de suite anorexie, boulimie, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont arrivées à un stade où elles ne savent plus quoi manger, elles se sentent perdues, et c'est normal avec la foultitude d'infos qui sont source de culpabilité. Et à ce moment-là, l'approche comportementale, elle va permettre de retrouver ses bons sens, c'est-à-dire de faire le tri dans tout ce qu'on entend et de savoir déterminer ce qui est bon pour soi. Alors moi, j'aime bien parler des bons sens parce que dans la chronique précédente, on parlait de l'incidence, tu vois, des sens, de la sensorialité sur l'équilibre alimentaire. Et effectivement, on va retrouver le bon sens à travers les bons sens pour bien sentir. Et ça peut aider à retrouver confiance, à sortir de la culpabilité alimentaire et de retrouver une sérénité alimentaire. Donc on peut venir même juste pour ça, et juste pour ça, c'est déjà un motif important. Et un accompagnement avec une diététicienne, c'est quoi? Ça peut être une séance ou c'est forcément un accompagnement sur le long cours? Non, c'est très variable. Moi, il y a des personnes que j'ai vues une fois parce qu'elles sont venues pour une question spécifique. Et donc, on a répondu à cette question. Voilà, je voudrais connaître, je veux devenir végétarienne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai une personne que j'ai vue 2 fois qui avait un diagnostic de diabète et à qui, on a expliqué comment adapter l'alimentation, quels étaient l'impact des aliments. Et donc 2 fois, elle est partie avec des informations qui lui ont permis de gérer de manière tout à fait autonome. Et puis il y a des personnes qui vont avoir l'envie d'avoir un accompagnement plus sur la durée parce que on va travailler le comportement alimentaire parce que ça se fait pas en une séance. Et que du coup, de séance en séance, on acquiert de nouvelles connaissances de soi, de nouveaux outils et ça permet un cheminement. Ok, voilà. D'accord. Donc, une belle découverte pour moi. Merci Anne de m'avoir fait une chronique sur mesure. J'abuse toujours de mon pouvoir d'animateur à Radio Alto. Mais c'est un plaisir de te faire plaisir. Non, vraiment, j'en suis ravie. Merci beaucoup et j'ai hâte d'écouter la prochaine chronique. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.